commencer. Est-ce que vous nous entendez bien déjà ou pas là? Vous nous entendez tous? Super. On peut se rapprocher si vous voulez, ceux qui sont au fond, qu'on s'entende bien. Ouais. N'hésitez pas. Est-ce qu'on va discuter? Ouais, vous nous entendez bien, super. Alors, on est enchanté d'être là. On va parler du métavers. C'est un peu un buzzword, c'est pour ça qu'on a utilisé ce titre de départ à cet atelier. Et comme c'est un atelier, l'idée c'est qu'on en discute entre nous. Donc on a deux manières de faire si vous le voulez bien. Soit on vous présente quelques slides pour commencer, soit si vous voulez, vous nous posez vos questions sur ce que c'est que le métavers, ce que ça pose comme question, tous les problèmes toutes les choses que vous voulez savoir, et puis on vous répond, on fait comme vous voulez. Si vous êtes chaud, on commence directement par des questions, et sinon eh ben, Parce que ce matin, on vous présente quelques slides. Quand on a fait la présentation, il y avait pas mal de gens qui sont sortis et qui avaient des questions. Donc, si on veut y répondre, pour être sûr d'y répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le métavers, sur la peur du métavers ou sur son opinion? Il y a quelqu'un? Alors, ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a pas de questions, on va commencer par vous expliquer où est-ce qu'on en est. Déjà, on va se présenter. Donc, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Mathieu Muller. Mathieu Muller, il travaille chez Unity. Unity, c'est l'un des principaux, mais tu vas nous en dire plus, l'un des principaux moteurs de temps réel, de 3D temps réel, qui sont utilisés dans les jeux vidéo, dans la VR et dans la R. Ouais, c'est ça. Ben, voilà. T'as déjà tout dit. Voilà, ça fait presque 20 ans que ça existe, la Unity. On est 6000 personnes maintenant. Et on a fait un moteur, donc une plateforme qui permet de développer des contenus sur mobile, VR portable, standalone, VR sur PC et PC, console. Voilà. Et ouais, aujourd'hui, c'est à peu près 70% des contenus en VR sont faits avec Unity. À peu près 60-70% des jeux sur Steam sont faits avec Unity. Voilà, en fait, il y a deux gros moteurs aujourd'hui. Il y a Unreal, Unity sur le marché. Et voilà, en gros, c'est ça. Super, merci. Et je suis avec Mathieu. Exactement. D'Arqueforia. Exactement. Mathieu Rosière d'Arqueforia. Moi, j'ai eu des sociétés de création numérique, dont une dans la culture, où on travaille beaucoup sur ces mondes immersifs. Et on vient notamment de répondre avec plusieurs scènes nationales à un dispositif pour créer justement des dispositifs de numérisation des spectacles vivants, des œuvres de théâtre pour les mettre dans le métavers. Mais je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Alors, peut-être qu'on peut commencer par expliquer ce que c'est que le métavers. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. Il n'y a pas vraiment de définition commune. J'aime bien celle que tu as, toi, Mathieu. Quand tu parles du métavers, tu parles de convergence. Ouais, en fait, là, c'est un peu... En fait, j'avais fait une conférence l'année dernière d'où viennent ces slides et je m'étais demandé juste pourquoi est-ce qu'on parlait du métavers maintenant, finalement. Pourquoi pas il y a 1 an, pourquoi pas il y a 5 ans, pourquoi pas il y a 10 ans. Enfin, pourquoi tout le monde en parle tout d'un coup. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être remonter un petit peu en arrière pour voir comment les fils se croisent, entre guillemets. Et du coup, si on regarde bien, en fait, à partir de la réalité physique de base, ici, voilà, qui contenait la narration, qui contenait tout ce qui fait un peu notre existence aujourd'hui, les interactions entre gens. En fait, je pense que la racine du fait qu'on parle du métaverse vient du fait qu'on est rentré dans le monde virtuel, en fait. Et finalement, c'est pas très vieux. Ça date des années 70, on va dire, au niveau 70-80, au niveau des gens, ça veut dire des consommateurs, que n'importe qui peut rentrer dans le métavers. Du coup, on a commencé finalement avec le jeu vidéo, c'est ça qui est assez intéressant. C'est pour ça que peut-être que le jeu vidéo est encore celui aujourd'hui où on parle encore, quand on donne des exemples de métavers, on reparle du jeu vidéo. Puis ensuite, il y a eu Internet, il y a eu la 3D, il y a eu la persistance. Ça veut dire que non seulement, avant, on était consommateur du système qu'on avait. Ça veut dire qu'on jouait à un jeu, mais on l'éteignait et puis c'était fini. Tout d'un coup, dans les années 80-90, on a commencé à faire des choses où ce qu'on a fait reste. Là, on pourra revenir dessus, c'est stocké en ligne et on va continuer, on va construire. Ensuite, il y a eu toute la notion de connexion entre gens, multijoueurs, ça veut dire qu'on a commencé à partager les choses. Puis ensuite, la réalité s'est augmentée, c'est-à-dire que le monde virtuel a commencé à se mélanger avec notre monde réel. Et en fait, aujourd'hui, on est
on est un peu à l'angle où tout ça converge. En fait, toutes ces choses-là, finalement, toutes les choses qu'on a faites, tout ce qu'on liste ici, peut être fait, en fait, peut être vécu par tout le monde et on peut prendre quasiment chaque mot et le combiner avec les autres de tout ce qui s'est passé. On peut voir qu'on peut avoir une réalité augmentée persistante, multijoueur, 3D. On peut mélanger les choses dans n'importe quel sens et aujourd'hui, c'est une réalité. Et du coup, c'est une convergence du hardware, une convergence de la façon de créer le contenu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on crée du film, des films en 3D ou qu'on crée des jeux vidéo ou qu'on crée des choses pour l'industrie, on va utiliser de plus en plus les mêmes formats, les mêmes données, même si c'est pas encore la convergence n'est pas tout à fait là. Mais en fait, avec le temps réel, finalement, les choses arrivent au même endroit à la fin, quelle que soit un peu l'industrie. Il y a la convergence des IP, donc c'est-à-dire des propriétés intellectuelles. C'est pour ça qu'on voit justement que tout d'un coup, voilà, il y avait un moment, par exemple, mélanger des IP marchait pas très bien dans le jeu vidéo. Tout le monde, je sais pas si vous vous rappelez, mais Michael Jackson, les jeux Michael Jackson, comment s'appelle, Moonwalker. En fait, c'est quand on regarde l'historique quand on regarde tout l'historique du jeu vidéo, il n'y a qu'un seul retour en arrière. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul moment où on a cru que le jeu vidéo c'était juste un effet de mode. C'est suite au début de la NES, où en fait on a fait trop de contenu qui n'avait pas de sens. C'était toujours un peu les mêmes jeux avec les mêmes choses et on a juste utilisé des IP pour le rendre mieux. Ça a saoulé tout le monde et à un moment tout le monde s'est dit c'est fini. Et en fait on le voit sur les courbes, ça fait comme ça. Puis ensuite le jeu vidéo se renouvelle, on apporte des nouvelles créations, les machines évoluent, puis ça repart. Et aujourd'hui là on voit que les IP se mélangent pas trop mal finalement. Et voilà. Et donc du coup, pourquoi on parle beaucoup de jeux vidéo dans le métavers, c'est qu'en fait le métavers, c'est cette... aujourd'hui on dit qu'on va sur Internet. Quand on parle du métavers, on dit qu'on rentre dedans. Le métavers, c'est un endroit qui va mélanger la réalité physique et la réalité numérique et dans laquelle on va être immergé. Et tout ça se passe en temps réel. Et c'est pour ça que ce sont les moteurs de jeux vidéo qui font du temps réel qui sont à la base de cette révolution-là. Aujourd'hui, on dit que c'est un buzzword parce que tout le monde en parle et en fait, il n'y a pas vraiment de métavers. Quand on dit de métavers, en fait, on est dans le métavers à peu près à l'époque où on était dans l'Internet, quand on était dans les années 90 à peu près. Dans les années 90, dans Internet, on avait quelques pages qui existaient. Il y avait des Minitel en fait. Ouais, c'était le Minitel et puis c'était quelques mini-réseaux qui étaient chacun dans leur coin. Et tout d'un coup, il y a eu des navigateurs qui permettaient de passer d'une page à l'autre et de recréer tout ça. Aujourd'hui, on a plusieurs espaces immersifs temps réel qui sont vachement intéressants. On a Fortnite, on a ce que fait Meta, on a plein de petits bouts comme ça, mais on n'a pas de navigateur. On n'a rien qui va nous permettre de passer d'un espace immersif à un autre. On n'a pas de standard. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein d'acteurs du marché qui sont en train d'essayer de travailler sur des standards pour que tout d'un coup, on puisse, les assets numériques que l'on crée, ils puissent être interchangeables et qu'on puisse naviguer comme ça de l'un à l'autre. Donc en fait, il ne faut pas croire que c'est un buzzword, c'est vraiment en train d'arriver. C'est-à-dire que vraiment, toutes les briques technologiques sont là, les grands acteurs sont en train de chercher des standards et dans les 5-6 années qui viennent, la révolution du métavers va être extrêmement puissante. Et en fait, vous allez avoir un Internet que vous allez emporter avec vous. Vous ne serez plus obligé d'y accéder à partir d'un device. Vous pourrez, à partir de votre téléphone ou à partir de votre ordinateur. Mais en fait, le monde virtuel sera lui-même un Internet immersif. Ouais. Après, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il n'y a pas de navigateur, entre guillemets, mais est-ce que finalement, on veut un navigateur unique, quoi? Est-ce qu'on veut passer à travers un navigateur pour aller sur le métavers? Ou alors, est-ce qu'on veut aller vivre des expériences où on s'inscrit comme on rentrerait dans des lieux? Finalement, la notion de propriété, la notion de lieu public ou de lieu privé ou de lieu semi-privé, elle va se poser de la même manière. Alors que sur Internet, aujourd'hui, on va visiter. En fait, on fait que visiter des sites. C'est-à-dire qu'on y va, mais on est... En fait, aujourd'hui, finalement, il n'y a pas qu'un Internet. C'est-à-dire quand on va sur YouTube, on regarde une vidéo. Si on veut vraiment y participer, il faut s'inscrire pour pouvoir commenter ou pour pouvoir lire des commentaires ou être créateur. Je pense que le métavers, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une boîte en plus. Ça veut dire que tu crées un environnement virtuel dans lequel tu peux fabriquer une boîte, ça veut dire une boîte dans laquelle il va y avoir des créateurs qui vont créer.
Et c'est pour ça que le jeu vidéo, c'est un bon exemple. Un Roblox, c'est exactement ça. Roblox n'est pas un jeu. Roblox est une plateforme virtuelle dans laquelle les gens vont créer des jeux qui vont permettre d'inviter des utilisateurs Roblox. La seule chose que ça a en commun, c'est que quand on est un utilisateur Roblox, on peut aller voir tout ce qui est Roblox. Finalement, de la même manière que quand je suis utilisateur de Google, je peux aller sur Google Sheet, Google Mail, Calendar et partager sur Google Docs, quoi. Alors, pourquoi ça fait peur, ce métavers? C'est qu'on a, vous savez, ce fantasme de Ready Player One. Je ne sais pas si vous avez vu Ready Player One, le film. C'est un film en fait où les gens se réfugient, comme il y a une crise énergétique, comme il y a une crise géopolitique, les gens se réfugient dans un monde meilleur qui serait dans un casque plutôt que d'affronter la réalité. Rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre évidemment aujourd'hui, puisque tout le monde va bien, il n'y a pas de crise du tout qui nous attend. Et du coup, en fait, on a cette peur finalement que ce métavers soit un espèce de paradis numérique qui nous sépare et qui nous coupe du monde réel. Ça, c'est une des premières peurs que l'on peut avoir. La deuxième peur que l'on peut avoir, c'est finalement qui est-ce qui va avoir accès à ce métavers? Est-ce que tout le monde pourra y avoir accès? Est-ce qu'on ne va pas laisser de côté des gens qui, pour des raisons financières, pour des raisons d'infrastructure, n'auront pas accès? Enfin, se pose aussi la question de qui c'est qui contrôle le métavers? C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, notre monde physique, c'est un monde qui est régulé par l'État, par nos institutions. Et en fait, on voit bien aujourd'hui que ce métavers, en tout cas que l'Internet et les réseaux sociaux aujourd'hui, ils sont contrôlés par quelques grands acteurs qui se nourrissent de la data, qui vous piquent de la data, des fois à votre insu, qui l'utilisent sans que vous le sachiez. Et donc en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut arriver à ce métavers, donc à une espèce d'extension numérique de notre vie qui soit vertueuse? Ouais. En fait, la question... On a une question, ouais. Alors, tu veux répondre, Mathieu? Vas-y. Alors, il y a plusieurs critères. Aujourd'hui, déjà, il n'y a pas de définition entière du métavers. Il y a des grands critères. Le premier critère du métavers, c'est de se dire que c'est quelque chose qui se passe en temps réel. Donc en fait, tu participes. C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand tu n'es pas juste un spectateur, même quand tu es un spectateur, tu peux te déplacer dedans. Et ça, cette immersion à l'intérieur d'un monde en temps réel, ça peut être sur un casque, mais ça peut être aussi sur un écran. Tu n'es pas obligé de l'avoir dans un casque. Mais en tout cas, dès que tu es sur un monde qui joue en même temps que toi, mais qui se passe dans un monde numérique alors que toi tu es dans un monde physique, ça c'est la première question, le premier truc important. Le deuxième truc très important du métavers, c'est que c'est quelque chose de social. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul dedans. Tu vois les autres personnes qui sont dedans. Et en fait, c'est typiquement le cas de Fortnite. En fait, Fortnite, si jamais Mathieu et moi on y va ensemble et qu'on va voir un concert de Travis Scott ou de Yana Kanamura qu'il a fait il y a un mois, en fait, on se voit ensemble et on vit une expérience ensemble à l'intérieur. Donc ça, c'est le deuxième élément très, très important. Mathieu, tu veux compléter? Ouais. En fait, ouais, c'est vrai. Nous, la définition du métavers qu'on donne, c'est l'ensemble des mondes virtuels. Donc là, Fortnite, c'en est un. Dans lequel les utilisateurs interagissent avec ce monde virtuel et se connectent avec d'autres utilisateurs, éventuellement d'ailleurs. Je trouve que même le fait de se connecter ou pas, finalement, c'est presque un détail. Mais c'est ce qui fait la différence par rapport à l'Internet d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais commenter sur une vidéo sur YouTube, les gens n'ont pas de présence en fait. Il y a des commentaires, je leur réponds, mais ils ne sont pas là. Alors qu'en fait, on pourrait imaginer un monde où si j'ai envie, j'ai vraiment envie d'aller discuter avec eux comme au coin d'un bar et de ne pas avoir une conversation impersonnelle entre guillemets via les commentaires. Est-ce que, ça c'est une vraie question, est-ce que demain, si justement, imaginons que YouTube se transforme en méta, en fait la question, on prend tout ce qui existe aujourd'hui et on se dit à quoi ça ressemblerait dans un contexte de métavers. Ça veut dire tu es connecté et tu as une présence physique et c'est en monde 3D. À quoi ressemblerait YouTube demain? Peut-être que YouTube serait un écran dans le monde virtuel dans lequel on peut inviter des amis, où on peut décider d'aller publiquement voir les choses comme si on regardait un match sur une place. Et on a même envie peut-être de discuter. Et là, il y a l'aspect social qui est l'héritage du Web 2. Peut-être d'hériter, on pourrait être connecté avec tous les amis, par exemple, de notre réseau social et se dire,
quand je regarde un truc, je peux voir qu'ils regardent en même temps que moi. Et peut-être aller en discuter avec eux. Mais effectivement, Fortnite, c'est toujours un exemple parce qu'il a toutes les composantes de ce qu'est le métavers. Après, la dernière composante qu'il n'y a pas, c'est la partie augmentée ou virtuelle. Mais finalement, c'est quasiment un détail, en fait, qu'on soit dedans ou pas. Mais ce qui limite aujourd'hui une partie de ce qui manque encore au métavers, c'est ce que tu fais dans Fortnite, ce que tu dépenses comme argent dans Fortnite, ce que tu crées comme personnage dans Fortnite. Bah, si tu vas ailleurs, ça ne te suit pas. Et en fait, il y a une question vraiment de l'interconnexion de toutes les expériences numériques que tu fais pour qu'en fait, tu puisses, en fait, ce que tu fais dans un monde, tu puisses l'emporter dans un autre. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est un des grands enjeux pour que ces mondes-là puissent devenir des mondes intéressants. Mais ça pose plein de questions sociales et politiques. C'est-à-dire que, Mathieu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à deux grandes visions du métavers. Il y a le métavers américain, porté par Meta, qui est un métavers qui se nourrit de votre data. En gros, c'est des réseaux sociaux dans lesquels vous avez des avatars et en fait, tout ce que vous consommez est géré, enfin, est inspecté par des algorithmes et vous pousse de la publicité de plus en plus invasive et de plus en plus valorisée pour eux. Et de l'autre, il y a un autre monde immersif qui est extrêmement fort et qui est puissant et qui est poussé par les Chinois au travers de ByteDance et au travers de Pico qui font des choses très bien. Et eux, ils développent plein de choses sur ces mondes-là. Mais derrière, il y a quand même une volonté de contrôle plutôt politique et social. Il y a toujours une censure importante. Et aujourd'hui, entre ces deux mondes-là, il reste la question de ce serait quoi un métavers européen ? Ce serait quoi un monde où on pourrait ne pas avoir de contrôle politique, on pourrait avoir un respect de la data, de data personnelle, et surtout un monde dans lequel on pourrait retrouver tout le monde. En fait, un métavers inclusif. Aujourd'hui, c'est super ce que fait Fortnite avec Aya Nakamura et avec Travis Scott. Mais tous les nouveaux chanteurs, la nouvelle scène, comment on fait aujourd'hui pour donner accès aux artistes notamment, puisque c'est beaucoup la culture qui nous réunit sur ces choses-là, comment on fait pour qu'un maximum de gens puissent devenir producteurs ? C'est ce qu'a très bien su faire Roblox en permettant à chacun d'être un créateur. Aujourd'hui, dans les mondes numériques les plus avancés, il n'y a que les très grosses machines qui sont déjà extrêmement représentées qui ont accès. Et là, on a tout un rôle, nous, à avoir pour essayer de créer des dispositifs numériques qui vont permettre à tout le monde, y compris à des gens du théâtre, y compris à des gens de la danse, de pouvoir avoir une représentation dans ces espaces numériques. Sinon, on va perdre une bataille culturelle. Il faut que notre manière à nous de faire culture, notre manière à nous de faire du théâtre, de faire de la danse, de faire de la musique, puisse s'y retrouver et que ce ne soit pas que des grandes têtes d'affiches internationales qui soient dedans. Ouais. Ben, après, moi, ma vision là-dessus, c'est que probablement les deux vont coexister de la même manière qu'elles coexistent sur Internet aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura que les métaverses privés comme Fortnite, avec leur business model. Pour moi, en fait, toujours, tout est lié soit à un business model, soit à une volonté politique, effectivement, comme tu dis. Donc, c'est deux mondes, mais sûrement les deux vont coexister. Et après, est-ce que, par exemple, imaginons qu'il y avait un métaverse européen officiel, est-ce que vraiment on aurait tous envie de se retrouver là-bas pour tout faire ? Alors, je ne parle pas d'un métaverse officiel, je dis ce qui est très fort et en Chine et aux États-Unis, c'est l'argent qui est mis pour essayer de développer des infrastructures. Aujourd'hui, nous, en France et en Europe, à avoir un vrai projet, non pas pour en faire un espace officiel, puisque tu as raison, c'est le principe, ce sont des mondes libres, des mondes ouverts. Donc tout le monde pourrait y avoir accès, tu ne seras pas obligé de te connecter. Mais en fait, c'est quoi notre vision à nous ? Comment on fait si on veut en fait que Internet ne soit pas sur des écrans mais qu'il soit autour de nous et qu'on puisse s'immerger dedans. En fait, c'est quoi notre vision à nous qui ne dépendent pas d'autres puissances. Et aujourd'hui, on n'a pas de parole là-dessus. Et il faut que nous, on s'y intéresse tous parce qu'en fait, c'est en train d'arriver et ça va définir plein de choses dans notre vie quotidienne. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'est que Alors déjà, je veux juste caser quelque chose parce que c'est vrai que le problème avec Fortnite, de l'exemple de Fortnite, c'est que tout le monde se dit automatiquement, mais moi j'ai pas envie de, je vois pas à quoi ça va me servir Fortnite dans ma vie. Donc même si c'est un Fortnite bis ou un autre, donc je pense que Fortnite c'est juste vraiment, il faut le garder comme une illustration. On demande pas, quand on parle du métavers, on n'est pas en train de dire vous serez tous dans une sorte de Fortnite dans le futur. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment, il faut garder juste les briques de ce qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire qu'au lieu de consommer les données à plat, on peut consommer les données 3D de manière beaucoup plus naturelle. Ça veut dire qu'on peut avoir
qu'on est en temps réel et qu'on est connecté beaucoup plus naturellement. On l'est déjà avec Internet. Hein. Quand on est sur Google Doc, on peut inviter quelqu'un d'autre. Mais là, c'est ancré de manière beaucoup plus centrale dans l'Internet. Et la dernière partie, c'est l'avatar. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une présence physique. Et moi, je trouve que cette présence physique, c'est une vraie opportunité. Parce que finalement, quand on regarde Internet, à la base, on allait visiter, donc je disais, on allait visiter des pages. Et puis un jour, Google est arrivé et il fallait créer ses mails. Et avant de créer ses mails, c'était un peu compliqué. Puis un jour, Google arrive et ils disent, on te crée un mail et puis tu as accès à tes mails en ligne au lieu d'installer, je sais plus quoi, Outlook. Donc du coup, on s'est dit, génial, je crée un compte Gmail, je peux aller le lire en ligne, c'est super. Puis tiens, tu pourrais stocker tes photos et puis tu pourrais faire tes documents. Puis tu pourrais faire tes fichiers Excel. Et puis après, tu pourras avoir un réseau social pour te connecter. Et en fait, on a... le truc, c'est qu'à un moment, le fait que ça soit eux qui soient venus en premier, on a décidé que notre avatar, notre personnalité représentée sur le web, appartenait à Google. Ça veut dire que moi, je ne suis pas Mathieu, je suis mathieu@gmail.com. Et du coup, l'Internet sait que je suis mathieu@gmail.com. Et ce qui est dommage, c'est que ma personne virtuelle est vraiment pas loin de ma personne physique. Parce que du coup, c'est mes mails, c'est tout mon historique que je veux pas perdre. Avec le métavers, on se dit, il faudra qu'il y ait un avatar et puis une personne à créer. Et en fait, il y a peut-être une opportunité là de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas vraiment penser l'avatar numérique? Ça veut dire, est-ce qu'on ne devrait pas penser notre personnalité virtuelle comme étant une vraie entité politique, et juridique. C'est-à-dire que moi, je suis Mathieu Muller parce que j'ai un passeport français. Si je fais une connerie ou que je roule trop vite, il y a quelqu'un qui va me retrouver parce que c'est mon passeport. Quand je suis sur Internet, effectivement, je peux être Mathieu ou je peux être bidule@gmail. Personne ne sait vraiment qui je suis. Mais du coup, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une sorte de... on devrait avoir la possibilité de créer un avatar officiel qui a des responsabilités, mais qui est géré par une institution neutre. Ça veut dire que elle a une responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a un problème par une entreprise, l'entreprise peut aller demander à l'État de dire lui, il a fait quelque chose de potentiellement du harcèlement, du vol, etc. Je porte une plainte contre cet avatar virtuel. Et l'État peut aller dire, je vais demander à l'organisme neutre de dire, de résoudre quelle est la personne qui est derrière cet avatar-là. Et en fait, d'avoir un intermédiaire, ça pourrait, donc je lance ça comme une idée, mais comme un exemple, mais ça pourrait être l'opportunité que notre personne virtuelle n'appartient ni à une société privée, ni à l'État, en fait. C'est-à-dire mais par contre, il a un contrat étatique qui est lié au fait qu'on ait une personne réelle derrière, et il a un contrat privé qui est qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que cet avatar a fait dans cet espace privé. Et ça veut dire il y a peut-être une opportunité de se dire l'avatar que j'ai a une vraie entité. Ouais, pardon. C'est hyper important ce qu'il Mathieu est en train de dire, parce qu'en fait, dans ce monde où finalement le monde numérique nous entoure et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très distinct finalement. En fait, il y a notre monde physique et puis il y a le monde numérique et j'y accède à partir de mon ordinateur. Mais imaginons dans quelques années des mondes donc avec des lunettes connectées qui font qu'en fait tout ce qui m'entoure devient aussi numérique, et quand je vois votre avatar, je vois ce qu'a fait votre avatar, en fait la question de notre responsabilité numérique va se poser, et donc la question effectivement de notre responsabilité juridique va arriver. Donc toutes ces questions-là, en fait, elles se posent maintenant parce qu'en fait la technologie avance très vite, et on sait en fait que les usages sont hyper intéressants, parce qu'en fait l'avatar, c'est pas que quelque chose le métavers, c'est pas que quelque chose qui va nous séparer, c'est quelque chose qui peut aussi nous réunir. C'est aussi quelque chose qui peut permettre d'avoir accès à des choses auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui, à des spectacles, à de la culture. Justement, ça permet de désenclaver des territoires. C'est un formidable outil. Si jamais on ne fait pas les erreurs qu'on a faites sur Internet, où on a laissé les autres avancer, où on s'en est désintéressé, où notamment la population la plus âgée a vu ça de loin en se disant « Oh là là, j'ai pas besoin de m'y mettre », et en fait quand ça s'est mis, ça a été très très compliqué. Donc voilà, là c'est vraiment important qu'on en parle ensemble. Il ne faut pas du tout en faire quelque chose de négatif. C'est une révolution qui est en marche exactement comme la révolution Internet était en marche. C'est la même, elle est en train d'arriver, il ne faut pas le nier. Et il faut qu'on s'en empare, nous, société civile, et on a une question à la gauche. Oui. Justement, c'est pour ça qu'il faut que... Moi, je pense qu'il y a deux opportunités. Il y a l'opportunité de ne pas être soi-même, que je trouve vraiment super avec le métavers.
Ça veut dire on a une possibilité de s'abstraire de tous les préjugés qu'il y a dans la vie réelle. Enfin, ça veut dire que quand je vais passer un entretien, quel que soit, idéalement en fait on règle ce problème dans la vraie vie, je pense, ça serait plus simple, mais finalement moins c'est un problème pratique, moins le problème dans la vraie vie sera un problème pratique aussi. Donc ça veut dire qu'à travers un avatar, on peut s'abstraire, on peut être quelqu'un d'autre de ce qu'on est, on peut être la personne qu'on a envie d'être, on peut ressembler. Après, la deuxième chose, c'est qu'on peut être plusieurs personnes. Par exemple, moi, quand on regarde la publicité, par exemple, en ligne, en absolu, ça ne dérange pas forcément d'avoir de la publicité ciblée, du moment qu'elle est ciblée sur mes différentes personnalités. Ça veut dire que quand je travaille, par exemple, je vais dire, moi, ça ne me dérange pas qu'en fonction de ce que j'ai vu, on me fasse des recommandations de choses qui m'intéressent dans mon travail. Par contre, ça m'embête que... Moi, l'exemple que j'avais des potes, avec des potes, on avait fait un club d'escalade, un groupe d'escalade, et on s'appelait les Moustachus. Et je recevais que des sites pour non, j'avais plein de trucs de club gay et tout parce qu'on s'appelait les Moustachus, quoi. Et en fait, du coup, même quand j'étais en train de chercher des trucs pour le boulot, mes référencements étaient complètement faussés. Et en fait, si je veux être moustachu, si je veux faire de l'escalade, j'ai envie d'aller naviguer avec une autre peau, en fait, de dire, moi c'est ma personnalité qui fait ça, navigue Internet en ce moment, et je veux bien te donner mes datas parce que je m'en fous, c'est mon moi virtuel. Et du coup, ça c'est assez intéressant d'avoir plusieurs soi virtuels sur lesquels on peut éventuellement laisser tomber certaines libertés parce que c'est un soi jetable. Par contre, c'est un soi qui est responsable. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il est jetable qu'il n'est pas irresponsable. C'est quand même moi derrière. Et ça, moi, j'aime vraiment bien ce layer où voilà, j'ai plusieurs avatars. Je peux aller naviguer avec plusieurs identités. L'Internet me connaît mes avatars, mais ne me connaît pas, en fait. Et je pense que ça, on a vraiment cette opportunité de le faire à ce moment-là. Le seul enjeu, par rapport à ça, mais c'est l'enjeu qu'on a déjà actuellement, c'est la question de l'éducation. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, la différence qu'il y a entre vos vous actuels et si je vais sur tous vos Instagram, la différence qu'il va y avoir, elle va être phénoménale. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur le mien, c'est pas du tout ce que je suis aujourd'hui. On est tous dans une mise en scène de notre vie virtuelle qui n'est pas du tout, évidemment, notre vie physique. Et c'est pas grave. On peut s'inventer comme c'est peut-être même souhaitable. La seule question, c'est la dépression que ça crée vis-à-vis de plein de jeunes qui voient la vie rêvée des autres et qui pensent que c'est la vérité. Et donc dans ce monde dans lequel on va, où le numérique et le non numérique se croisent de plus en plus, la question du décodage et de l'éducation à ce que sont ces mondes numériques-là et la mise en scène de soi-même qui n'est pas la vérité, c'est hyper important parce que le nombre de dépressions que l'on a chez des adolescents qui considèrent que leur vie c'est une vie de merde, parce qu'en fait ils ont l'impression que tous les autres c'est une vie géniale, c'est un vrai souci. Et je pense que une des questions dans les nombreuses questions que pose le métavers et cette hybridation du réel et du numérique, il y a cette question-là de l'éducation. C'est-à-dire, les gars, dans le monde numérique, on fait ce que l'on veut, peut-être même trop ce que l'on veut. Et du coup, tout ça, c'est un peu fake quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on part de ce constat-là, on imagine pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait directement un système où on a plusieurs avatars virtuels qui visitent le monde. Ce qui est marrant, c'est quand on se pose la question de ce qui existe, par exemple Facebook. Facebook, à un moment, ils ont demandé, ils demandaient une carte d'identité, entre guillemets. Du coup, ça fait flipper direct de se dire, ils demandent une carte d'identité pour savoir si je suis une vraie personne. Donc d'un côté, ça fait flipper, parce que je n'ai pas envie de donner ma carte d'identité à Facebook. Et d'un autre côté, si on se met à la place de Facebook, on se dit, moi, je suis un réseau social qui parle de la vraie vie des gens. Du coup, j'ai pas envie d'avoir justement des faux gens. Enfin, parce que ce réseau social est fait pour des gens qui partagent des images de leurs enfants, de leurs grands-parents, etc. Donc, je veux garantir que c'est des vrais gens. Mais comme eux, c'est un réseau mondial, ils peuvent pas dire moi, je repose sur le... Enfin, je vais demander à chaque pays de me donner le service de carte d'identité, en fait. Ils n'ont pas pu mettre ça en place. Mais en fait, en absolu, on serait le plus proche de l'histoire de l'humanité si les réseaux sociaux disaient, s'ils étaient obligés de demander à l'État pour demander si c'est une vraie personne ou pas, on aurait un peu une notion de citoyenneté un peu internationale à travers ces avatars. Mais c'est vrai que un dernier point où je veux en venir, c'est le business model qui est là derrière. Finalement, à la fin, tout ça est dans le business model. Ça veut dire que si le business model, si quand vous voulez avoir un service, même qui corresponde à un service d'aujourd'hui, on imagine qu'on efface le monde d'hier et qu'on est en train de reconstruire un nouveau monde.
Euh, Par exemple, Facebook, ou Facebook ou n'importe quel équivalent, vous voulez partager des photos de votre famille avec d'autres gens, la question, elle est là. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous préférez que Facebook, ça soit un endroit où j'ai pas de moi réel? Est-ce que vous voulez que ça soit gratuit ou est-ce que vous voulez que ça soit payant? Parce que si c'est gratuit, forcément, mes données seront la monnaie. Et si c'est mon moi réel, du coup, forcément, mon moi réel sera la donnée. Sera la marchandise. Du coup, en fait, à la fin, c'est les systèmes. Moi, je suis ingénieur, donc je considère toujours que c'est pas les systèmes qui font c'est pas les systèmes technologiques qui font la société, c'est la société qui est prête à accepter les systèmes technologiques. Si les gens sont prêts à donner leurs propres données en échange, c'est ce qu'ils veulent en fait. On est prêt à accepter ça. Mais en fait, il faut que le contrat il soit très clair. Sauf que justement, aujourd'hui, nous, société civile, on ne saisit pas suffisamment ces enjeux et on ne s'en empare pas assez. Et du coup, on laisse des vides. En fait, on laisse à des gamins de 30 ans de la Silicon Valley un pouvoir qu'on dénie à nos propres députés qu'on élit pourtant nous-mêmes. Aujourd'hui, je parle par exemple de l'accès à l'information. Aujourd'hui, la question de l'accès à l'information et de la bulle algorithmique qui fait qu'en fait, les informations que vous voyez sont des informations qui correspondent déjà à ce que vous pensez et qui renforcent votre opinion plutôt que de venir à contrario. L'effet de manipulation de votre représentation de la réalité qui est monétisé, qui fait de l'argent pour ces plateformes-là et sur lesquelles on ne se mobilise pas, c'est quand même complètement fou. Et quand on voit comment on peut emmerder nos députés et notre gouvernement sur des choses, alors qu'en fait, on a un rapport avec eux, aujourd'hui, dans plein de choses qui nous définissent, on laisse un blanc-seing à des entreprises technologiques, mais qui ont raison. Enfin, elles ont un business très clair et elles sont hyper innovantes. C'est pas une critique vis-à-vis d'elles, hein, c'est une critique vis-à-vis de nous. Et sur ce qui est en train d'arriver, et Mathieu a complètement raison, ce qui est en train d'arriver là aujourd'hui sur le métavers, il faut vraiment que tout le monde s'y intéresse. C'est pour ça qu'on tenait à avoir ce moment d'échange avec vous pour soulever les enjeux d'un métavers souhaitable. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de première importance pour nous tous. Et tous ceux qui pensent que c'est un effet de mode, tous ceux qui pensent que ça ne va pas arriver, ce n'est pas vrai. C'est sûr. On ne sait pas quand ce sera une forme finale. Mais en tout cas, chaque mois qui passe, il y a plus de briques technologiques qui s'assemblent et qui l'amènent de plus en plus. C'est ça. Ouais, et puis en fait, comme on a vu... Finalement, il n'y a pas d'énorme différence entre l'Internet qu'on a aujourd'hui et l'Internet de demain. C'est juste que plus ça va avancer, plus il sera immersif, plus il en saura sur nous, entre guillemets, et plus la protection de la personnalité privée ou plus l'ouverture doit être contrôlée, quoi. Question, ouais. Alors, dans les différences quand même à venir, il y a le fait que, je ne sais pas si vous êtes allé faire l'atelier du divin là, de Gaudi qui est à côté, où c'est un monde immersif déjà qu'on appelle colocalisé, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes à plusieurs à l'intérieur et vous voyez votre avatar. Allez le faire si vous pouvez le faire, c'est formidable. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que quand on dit qu'on va rentrer dans le métavers, là où on va sur Internet, c'est qu'en fait, les images temps réel qui arrivent, dans lesquelles vous pouvez évoluer, elles sont de mieux en mieux faites. Peut-être que, c'est un peu science-fiction, mais peut-être que dans un avenir pas si lointain, la différence entre ce qu'on va être capable de produire numériquement et la vraie réalité, la différence va être minime. Et la question, non mais je pèse mes mots vraiment. Ah ouais, mais vraiment, en fait, aujourd'hui, quand tu vois ce qu'on est capable de faire, alors aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire en temps réel, mais ce qu'on est capable de faire en temps calculé, on peut te rendre n'importe quel environnement, ton œil ne fait pas la différence. Le sens de l'histoire, c'est qu'on est capable peut-être demain d'avoir des mondes qui seront complètement numériques, dans lesquels en fait, la question de l'hybridation entre réalité et virtualité va être de plus en plus ténue. Et qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, ça va être quelque chose de plus en plus complexe à voir. Et c'est ça qui va changer surtout par rapport au web d'aujourd'hui. C'est qu'on va vraiment être immergé dedans, y compris dans notre quotidien et de manière immersive. Ouais.
En fait, ouais, en fait, je vais vous faire voir la présentation que j'avais faite. Donc, j'avais tiré un peu les lignes de pourquoi est-ce qu'on parlait du métavers maintenant, parce qu'il y avait une convergence de tout ça, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le monde 3D, les mondes persistants, les mondes connectés, tout est là en fait. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce que on est en 88 ou 86 d'Internet. C'est-à-dire que on sait que ça arrive. Rapidement, tout le monde dit que ça va être une bulle Internet. Là, c'est pareil, ça va être la bulle du métaverse. Alors qu'en fait, il va avancer de manière organique. On ne sait pas trop où ça va, mais ça va avancer. Du coup, je m'étais posé la question. Je me suis dit, tiens, quand j'avais fait cette présentation, je me suis dit, où est-ce qu'on va en fait à partir de là? Donc, je me suis dit, je vais continuer à tracer les lignes pour voir où on va. Et en fait, c'est assez flippant. Moi, je trouvais que ma propre conclusion était assez bizarre. En fait, C'est bien de conclure là-dessus. voilà, je vais peut-être faire là-dessus. En fait, donc on est parti il y avait, je vous rappelez, il y avait la convergence du hardware, la convergence de la création du contenu et la convergence des services, entre guillemets. Donc la convergence du hardware. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est encore dans le monde où il y a un peu toutes les convergences. C'est-à-dire qu'il y a le PC portable, la console, les mobiles, les tablettes, les casques de réalité virtuelle. En fait, en vrai, on est dans un monde un peu pourri où on a un téléphone qui est trop petit pour faire tout dessus. Et on a des télés qui sont trop grandes et qu'on change tous les 2 ans, ça pollue la planète. En fait, avec la réalité mixte, potentiellement, on pourrait avoir un écran de la taille qu'on veut, on peut avoir un écran de cinéma en ayant la portabilité d'un mobile. Donc le jour où ça arrive, il faut se dire que tous les téléphones disparaissent, toutes les consoles disparaissent, tous les PC disparaissent, il ne reste plus qu'un device qui est un device de réalité virtuelle. On part de ça. Normalement, potentiellement, ça arrive un jour. C'est pour ça que si Meta aujourd'hui investit autant d'argent, si tous les grands du numérique investissent tout leur pognon, hein, parce qu'en fait c'est ce qu'ils font, ils investissent tout leur pognon là-dessus, c'est qu'en fait tout le monde est en train de se dire le device ultime, celui qui va me permettre de mélanger mon numérique et monde réel, il va arriver et celui-là, il va enlever tous les autres. Voilà. Du coup, le jour où ça arrive, il faut refaire tout Internet. Ça veut dire que les sites web, de la même manière quand le téléphone est arrivé, on a dû refaire les sites web pour qu'ils puissent marcher avec le scroll, etc. Là, il faudra le refaire en entier pour qu'il soit nativement en réalité augmentée. Et ça va être intéressant parce que ça va amener plein de choses. Ça veut dire que tout ce qui était 3D où il fallait tourner autour, qui est chiant à plat, maintenant ça devient naturel. Les conversations en visio, ça devient naturel parce que le device est comme ça. La réalité augmentée qu'on a aujourd'hui, qui est pénible avec un téléphone, elle devient naturelle. Mais en fait, comme on a déjà tout défriché, c'est déjà là en fait. Le jour où le device arrive et se généralise, tout arrive très rapidement. Au niveau du création de contenu, il y a le machine learning qui est en train de monter à fond. Ça veut dire que ça va permettre de générer du contenu beaucoup plus rapidement. Donc ça veut dire de créer énormément de monde, de digitaliser le monde existant, de fabriquer encore plus de manière virtuelle le monde existant et potentiellement même de s'abstraire de tout un tas de choses qu'on a dans la vraie vie physique parce que comme on a une réalité augmentée, il n'y a plus besoin de tout un tas de choses qu'on a dans la réalité physique. Ce qui est très bien pour l'environnement pour le coup. Et ensuite, on a ces histoires de services. Aujourd'hui, j'ai mon compte Gmail, j'ai mon machin. Finalement, on peut imaginer, comme je disais tout à l'heure, que tout ça se cristallise en un avatar, avec cet avatar qui est le responsable de à la fois nos données personnelles, notre responsabilité et notre indépendance. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on pousse ça encore une fois, imaginons que tout ça arrive. Le truc, c'est qu'à un moment, on va se dire bon, c'est un peu chiant de porter des lunettes. C'est ça qui ralentit un peu tout ça. Imaginons que demain, on se dise en plus, porter des lunettes, ça veut dire des écrans, ça veut dire de l'énergie. Si on pouvait juste implanter ça directement dans le cerveau, parce que finalement, tout l'Internet est déjà en réalité augmentée. Donc la seule chose qui nous fait augmenter le monde, c'est qu'on nous projette des choses à travers les yeux. Pourquoi pas le projeter directement dans le cerveau ce jour-là? Parce que du coup, on n'a vraiment plus de device. On est complètement libre et on a accès à un Internet. Et en fait, moi, le transhumanisme, c'était un truc de science-fiction que j'avais avant. Et en fait, quand on regarde, on est à quelques pas du transhumanisme. Et en fait, si on regarde, alors moi, c'est ma vision un peu complètement tarée, mais c'est que finalement, de la même manière qu'il y a le paléolithique, l'âge de pierre, l'âge de bronze, en fait, on est dans le monde, le monde moderne prendra fin au moment où on rentre dans le transhumanisme, en fait. C'est-à-dire qu'on rentrera dans un nouveau monde où on a accès à tout ça de manière connectée. Et du coup, c'est hyper important parce que le métaverse,
va définir les règles de ce nouveau monde-là. Et en fait, on a déjà tout, on a tout un historique. Voilà. C'est, Voilà. ouais. Ouais. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Évidemment, ça pose deux questions principales. La première question, c'est on ne parlera jamais assez de la responsabilité écologique du monde numérique. Pour plein de gens, le monde numérique peut être une solution. C'est avant tout aujourd'hui une source de pollution, de réchauffement hyper important. Le réchauffement des serveurs. Il y avait Digital for the Planet qui m'avait donné un jour l'importance du porno dans l'augmentation de. Ouais, c'est monstrueux. Juste la consommation de porno fait tourner des millions de serveurs hein, qui rejettent beaucoup de chaleur. Et voilà. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Après, le fait que numériquement, tu puisses avoir accès à plein de choses, ça va éviter une partie des déplacements, ça va éviter... en fait, ça va permettre aussi, quand tu es dans un monde numérique, tu es dans un monde où en fait, tu ne fabriques pas quelque chose matériellement, et donc du coup, tu as moins d'obsolescence. Le monde virtuel est un monde sans obsolescence. C'est juste le device qui t'y permet, mais en fait, la création des avatars, enfin, la création des assets numériques sont des assets éternels. Donc en fait, ça sera un équilibre à trouver. Mais il y a ça. Mais il faut quand même répondre aussi à une certaine dystopie. Qui est porté par plein de géants du numérique qui pensent justement que la solution c'est ce monde-là dans lequel on pourra se réfugier. Et là où je te rejoins, c'est qu'évidemment, il faut commencer par sauver ce qui est sauvable avant de se précipiter sur la création d'un monde qui permettrait de tout changer. Ce sont les mêmes de la Silicon Valley qui veulent nous emmener sur Mars en se disant ouais, foutu pour foutu, on va aller là-dessus. Donc c'est pas un refuge, il faut avant tout sauver effectivement ce qui existe. Après, il y a deux choix. En fait, c'est soit... Parce qu'en fait, la progression technologique mène toujours à de la surconsommation d'énergie. Parce qu'en fait, une technologie, en voulant remplacer une autre, finalement, a fait que elle s'additionne à la technologie précédente. Du coup, la notion... On a deux choix, soit on continue comme ça, mais à chaque fois, en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on optimise en fait, à chaque fois. Ça veut dire que si on avait la même technologie qu'il y a 10 ans, on aurait dit on arrête, les PC c'est bon, c'est suffisant, on va juste je sais pas, optimiser les logiciels. Mais par contre, on en a l'utilisation qu'on a aujourd'hui, on polluerait encore plus que d'avoir fait cette transition numérique. Ça veut dire d'avoir un... Voilà. Finalement, on a bien fait de jeter l'ancien ordinateur parce que avec un ordinateur nouveau, c'est l'équivalent de 1000 qu'on avait fabriqué avant. Donc on a économisé 1000 à fabriquer. Par contre, effectivement, en permanence, on en rajoute par-dessus. Donc cette idée, c'est là où c'est assez fou, c'est que si on veut avoir... C'est pour ça que là, franchement, moi, je suis tombé dessus par hasard sur le transhumanisme. Là. Mais en fait, si on veut avoir une société qui continue à être hyper connectée, tout en respectant une vie physique plus simple, entre guillemets, effectivement, d'aller vers quelque chose qui finirait par être une technologie qui est très limitée au niveau... parce que si c'est un implant, ça veut dire que c'est biologique, etc. Ça veut dire qu'on ne fabrique plus un ordinateur, on ne fabrique plus un écran, on ne fabrique plus du plastique pour le mettre dedans. Il ne reste plus que les serveurs, en fait. Et les serveurs, effectivement, ça consomme de la data, mais les serveurs, c'est finalement au niveau carbone. Pour les fabriquer, c'est assez petit par rapport à ce que ça offre comme données. Et au niveau fonctionnement, c'est de l'énergie. Et du coup, comme les choses sont distribuées, tu peux imaginer... que tous ces serveurs sont toujours dans un système de chauffage-refroidissement lié à l'habitation. Enfin, je veux dire que si à la fin, le monde, on arrive à fabriquer 1000 fois moins que ce qu'on fabrique aujourd'hui, et en même temps avoir continué à faire augmenter l'accès à la donnée et le rendre plus simple, ça pourrait être une solution. Je pense que personne a mis ce plan-là sur la table en disant on va tous faire ça, parce que je pense que personne ne veut le faire. Mais c'est vrai qu'on est de toute façon dans cette boucle où on a deux choix, soit on rétrograde et on arrête toutes les technologies, ce qui pourrait être un scénario de science-fiction totalement possible. On pourrait rentrer dans un monde totalement rétrograde où on dit on kill toutes les technologies, etc. Mais si on continue à avoir la technologie, ce qui est là, je pense, les sociétés, même si on imaginait que nous,
je deviens hyper religieux du truc et je dis on arrête tout et puis je suis un super leader charismatique, tout le monde me suit. Bon, je me ferai couper la tête ou mes enfants, mes petits-enfants, et quelqu'un d'autre reprendra la technologie à toute vitesse. Donc de toute façon, la technologie avance, et en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est en tant que créateur de technologie ou en tant que consommateur, se dire qu'est-ce que je suis prêt à donner et qu'est-ce que je suis prêt à pas donner en fait. Voilà. C'est une belle On va être obligé de céder la place. Merci pour votre écoute.